Avant de continuer, comme promis, sur le thème de l'économie de la beauté, les cosmétiques, les faux cheveux, tout pour les ongles et la beauté de nos femmes, à la demande de plusieurs téléspectateurs, nous allons nous arrêter un moment sur les dernières mesures prises par la Banque centrale d'injection relativement massive de dollars américains dans l'économie, 8,5 millions en un premier temps, 10 millions supplémentaires hier, jeudi. Donc nous allons essayer d'éclairer nos téléspectateurs, nos amis sur le sens de ces mesures. Toujours évidemment avec notre ami William Savary. Bonsoir William, bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà, donc en deux temps, 8,5 millions la première fois, 10 millions la deuxième fois, le gouverneur de la Banque centrale a injecté de l'argent américain dans l'économie. Pour les 10 millions d'hier, il a annoncé que ce serait exclusivement, le mot exclusivement a son importance, exclusivement pour résoudre la crise de pénurie du carburant. Alors, quel regard l'économiste que vous êtes porte-t-il sur ces deux injections à quelques jours d'intervalle? Je dois vous signaler qu'il y a peut-être 6 mois, il y avait 100 millions, il avait injecté 100 millions. Mm-hmm. Et c'était dans l'espoir de stabiliser la monnaie, etc. Mm-hmm. Et depuis, on a eu une dévaluation, une dépréciation colossale de la monnaie. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que maintenant, les chiffres connaissent une petite diminution. Maintenant, nous sommes à 18 millions. Mm-hmm. Donc, ils souhaitent, avec ça, affecter le taux de change et le prix du pétrole sur le marché. Maintenant, je dois vous dire une chose. Le pétrole se négocie, ce sont des contrats à terme qui se négocient. Donc, les contrats à terme, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au mois d'août, les contrats qui se négocient, ce sont les contrats du mois de septembre, octobre, décembre, etc. Donc, lorsque vous voyez la fluctuation des prix du pétrole, c'est vraiment la fluctuation du contrat actuel. Et par exemple, il y a les autres contrats se négocient également, mais ce qu'on appelle le fund contract. Ce sont les contrats qui établissent le prix du pétrole spot aujourd'hui. Donc, prendre une décision sur ces prix-là, c'est vraiment un petit peu... c'est risqué. C'est plutôt prématuré. La première chose. La deuxième chose, je dois vous dire que une des autres décisions que la banque a prises, c'était la question c'était à l'annoncer, c'est ça? L'annonce, merci, que les bons du Trésor désormais allaient devenir disponibles à tout le monde, etc. Et ceci dans l'espoir d'assécher la liquidité. Mais je dois dire au gouverneur que supposons que vous asséchez la liquidité, vous allez enlever la liquidité du marché. Et vous allez faire quoi avec l'argent que vous avez tiré du marché? Vous allez garder ça quelque part? Vous allez consommer ça, mais ça revient dans le système. Donc, ce que vous enlevez de la fenêtre revient par la porte. Et lorsque ça revient par la porte, vous avez enlevé l'argent du système, et ceci, c'est en échange pour des taux d'intérêt. Donc, lorsque ça sort par la porte, c'est plus gros. Donc, la masse monétaire s'amplifie. Donc, la notion d'assécher le système et d'enlever de la liquidité du système dans l'espoir de stabiliser la monnaie, ce sont des théories qui datent des années 60. Depuis, il y a beaucoup de révisions de ces théories-là qui ont été faites. Est-ce que l'excès de liquidité ne s'oppose pas à l'excès d'épargne? Est-ce que ce ne sont pas les deux notions qui sont opposées? Liquidité d'un côté contre épargne de l'autre. La liquidité, c'est vraiment
la monnaie s'est créée à travers le crédit, c'est la monnaie fiduciaire. Donc c'est scriptural, si tu veux. Donc la monnaie scripturale, ce sont les crédits qui sont accordés par la banque. Plus il y a des crédits accordés, plus la masse monétaire augmente. Donc plus la masse monétaire augmente, par cause des crédits, plus il y a de liquidité. Donc lorsque vous voulez enlever de la liquidité, c'est-à-dire il faut d'abord limiter les crédits qui sont émis au niveau des banques. Parce qu'on vit dans ce qu'on appelle la monnaie scripturale et fractional reserve, en fait, par exemple, quand vous déposez $100 à la banque, il y a la moitié qui va pour les réserves obligatoires, l'autre moitié qui rentre dans le système. Donc, vraiment, c'est vraiment la réflexion est plutôt a besoin d'être reconsidérée. Hein? Bon. Maintenant, l'autre chose que vous avez, qui est quelque chose que j'ai observé seulement en Haïti. Et je vous dis, j'ai encore travaillé... une exception haïtienne. J'ai travaillé dans 15 pays, j'ai été consultant pour plusieurs banques centrales de plusieurs pays. Haïti, c'est le seul pays où j'entends un gouverneur dire que les bons du Trésor sont plus alléchants que les taux les dépôts à terme que les gens devaient transférer leur saving, leur épargne, des dépôts à terme aux bons du Trésor, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés. Hein? Aucun endroit dans le monde. Parce qu'il faut comprendre que les bons du Trésor, ce sont des bons dans le cadre de la courbe des taux d'intérêt et le niveau des risques qui existent dans les obligations. Les bons du Trésor déterminent ce que les autres bons qui sont risqués paieront. Donc c'est de base, et à partir de cette base, les autres taux d'intérêt s'installent. Donc c'est pas un taux qui est là pour faire concurrence avec les dépôts à terme, mais c'est vraiment pour donner une direction au marché. Donc, et encore, les bons du Trésor ne sont pas supposés payer des taux d'intérêt qui concurrencent les banques, parce que les bons du Trésor, la garantie des bons du Trésor, c'est le pouvoir de l'État de taxer, d'imposer. Donc, c'est vraiment vous ne pouvez pas avoir plus de garantie que ça. En vertu de cette garantie, les bons du Trésor payent beaucoup moins que tous les autres, parce que un placement dans les bons du Trésor, c'est garanti. Par l'État, d'une part, par la souveraineté nationale, par la capacité de l'État d'imposer la citoyenneté. Mais si j'ai bien compris, la publicité qui était faite au départ sur ces bons du Trésor, le plus gros avantage, enfin celui qui était mis en avant, c'était que c'était une protection contre la dévaluation de la monnaie. Absolument. C'est-à-dire que ce serait compensé automatiquement. Non, c'est ce qu'ils disent. Oui. Non, les bons du Trésor vont assécher la liquidité. Ils vont enlever en échange pour la liquidité, les gens vont détenir les bons du Trésor et l'État aura le capital, en vertu de la vente des obligations. Mais lorsque vous avez vendu le capital, vous avez le capital. Moi, j'ai les bons du Trésor. Vous êtes l'État, vous avez le capital. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez réinjecter à travers le système pour vos budgets de fonctionnement, pour les salaires. Maintenant, ou ouverture du crédit aussi bien, pour l'investissement, favoriser l'investissement. C'est exact. Maintenant, c'est ça le point. Et c'est ce qui n'est pas fait en Haïti. Si vous voulez avoir un État qui investit, ça veut dire ça établit un nouvel modèle d'État dans le pays. Vous n'avez plus un État libéral. Vous avez un État, un capitalisme d'État où l'État s'implique dans la production. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Donc parfois les gens disent les choses, mais ils se rendent pas compte que ça doit se situer à l'intérieur de complexes beaucoup plus larges. Et maintenant, si vous voulez avoir un capitalisme d'État, qu'est-ce que vous allez dire à vos bailleurs de fonds, à la présence du Fonds monétaire international qui vous impose ces structurations, la Banque mondiale qui vous pose des conditions pour les prêts, qu'est-ce que vous allez négocier? Donc, sauf si vous êtes à la tête de richesses colossales, comme c'était le cas du Venezuela avec son pétrole, qui pouvait dire à ces grandes institutions internationales... Bye bye.
Bye bye. Maintenant, il faut tout ceci pour dire quoi? Je pense, je l'ai toujours dit, et ceci depuis mon arrivée en Haïti en 2010, que la politique monétaire qui est mise en œuvre en Haïti ne correspond pas aux besoins du pays. Ça, je le dis depuis 2010. À mon arrivée, il était question, la majeure partie des gens dans le pays qui sont dans les finances vous disaient qu'il fallait dévaluer la monnaie pour inviter l'investissement étranger et créer les emplois. À l'époque, le dollar, le taux de change était à 40 gourdes. Maintenant, nous sommes à 100. C'était très longtemps à 40 gourdes, d'ailleurs. Et nous sommes à 150, je ne vois pas les investissements étrangers. Maintenant, et ce que je dis, que d'une part que ça ne convient pas, et que la dépréciation n'allait jamais apporter les résultats qui sont attendus, mais je reste déterminé, en fait, je reste convaincu que l'État haïtien a besoin de déclarer une urgence financière. L'état d'urgence financière. L'état d'urgence financière... Vous avez déjà eu l'occasion de le dire. Et c'est une façon de mettre en exergue, la nécessité de transformer la Banque centrale en quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre pourrait être, par exemple, l'élimination carrément de la Banque centrale et établir un currency board. Donc ça, ce sont des discussions qu'il faudrait peut-être entretenir dans le pays, parce que à la Banque centrale aujourd'hui, je dois vous dire que depuis 6 ans, le dernier rapport financier publié par la Banque centrale date de 6 ans. Waouh. Donc ça veut dire qu'ils sont responsables envers qui? 6 ans. 6 ans. Donc s'ils ont préparé un rapport financier, c'est pas sur leur site internet. Et je fais partie d'une équipe de gens qui guettent régulièrement les publications de la BRH pour obtenir les détails dont nous avons besoin pour émettre nos opinions. Parce que les banques commerciales publient chaque année. Oui, bien sûr. Systématiquement. Oui. Donc, il faut comprendre, parce que là, je ne veux pas être parmi ceux qui répètent ce qui se dit dans les livres. Je ne veux pas être non plus je ne veux pas être l'écho du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale ou de la USAID. Je ne veux pas. Je refuse. Je ne pense pas que ces gars ont raison. Mais pour cela, il faut les donner pour émettre des opinions valables et qui peuvent susciter les réflexions. Bon. Après toutes ces mini-bombes qui viennent d'exploser, nous allons revenir à notre sujet initial. En fait, je dois vous dire une chose. J'ai entendu l'Association des économistes haïtiens a demandé publiquement que le gouverneur et le conseil d'administration de la BRH remettent leur démission. Il a déclaré, ceci c'est dans la presse aujourd'hui. Ah bon? Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais plutôt qu'il faudrait reconsidérer l'existence même de la BRH et avoir peut-être une autre institution pour gérer la question de la monnaie dans le pays. Bon, encore une bombe. Je disais là, parce que malheureusement, l'heure tourne trop vite. Nous allons donc revenir à notre sujet initial, qui est celui de l'économie, ce qu'on a appelé l'économie de la beauté, c'est-à-dire tout ce qui est cosmétique, produits de beauté de tout type, de tous ordres, enfin tout ce qui aide nos jeunes femmes à se rendre encore plus attirantes, encore plus belles, mais qui représente également un potentiel économique qui est loin d'être négligeable. Vous nous avez donné le prix, le montant des importations la dernière fois, c'était, je me rappelle plus, 500 milliards. C'est extraordinaire, c'est énorme. Ouais. Mais avant de recommencer, oui. Avant de poursuivre la réflexion, j'avais signalé la dernière fois que la valeur, les revenus plutôt, que généraient certaines entreprises impliquées dans la cosmétique équivalaient à 11 fois, 12 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti. Oui, vous aviez cité le cas de L'Oréal. Là, aujourd'hui, je vais vous faire les chiffres exacts. L'Oréal génère 187 milliards par année. Net ou brut? C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. 180. Ça fait 18 fois
le produit intérieur brut de la République d'Haïti. Ah, bon. Mais vraiment pour vous rendre, pour que vous puissiez apprécier la force de travail de la République d'Haïti, la dernière fois, nous avons estimé que c'était à 4 millions et qui vous produit 10 milliards de produits intérieurs bruts. Mais L'Oréal a 85 000 employés. 85 000. Ils produisent 187 milliards. Bon. Unilever, c'est une compagnie anglaise, Oui. 117 milliards. 11 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti, ils ont 148 000 employés. Procter & Gamble, 106 000 employés, 340 milliards de chiffre d'affaires. Ça fait 34 fois le produit intérieur brut de la République d'Haïti. Oui, mais aussi bien Unilever que Procter & Gamble, ils dépassent le cadre des simples produits de beauté. C'est les dentifrices, enfin bon, ça rentre dans toutes sortes d'autres domaines. Oui, mais les dentifrices, c'est les dents. Oui, mais c'est le mascara. Non, c'est entre la santé et le bien-être. Oui, disons le bien-être. Ouais. Voilà, oui. Donc, vous comprenez, et tout ceci, c'est parce que nous faisons souvent allusion sur le plateau qu'il faut absolument des programmes d'investissement sérieux, réfléchis, et qui pourraient avoir des effets multiplicateurs pour porter une solution à la croissance économique du pays. Donc, et ce sont des entreprises dans lesquelles vous avez qui a ce qu'on appelle des investment boards, où les gens réfléchissent aux investissements à faire, au type d'investissement à faire. Et dans quel domaine. Exactement. Donc, c'est pour cette raison que je fais ce parallèle. Maintenant, pour retourner sur nos beautés. Oui. Vous savez, ce sont les opportunités qui nous intéressent. Et les opportunités d'affaires dans le secteur, dans cette industrie, étaient immenses. Maintenant, vous avez cité la dernière fois cet entrepreneur haïtien qui avait fait, je ne dirais pas qu'il a fait fortune, mais qui a très bien réussi. Qui travaille. Dans le domaine des cheveux, des tresses, des perruques. Enfin, disons que c'est quelqu'un qui capillaire. C'est quelqu'un qui travaille. C'est ça. Donc, lorsqu'on travaille, il y a les récompenses. Donc, et on veut encourager les gens vraiment, comme vous l'avez dit la dernière fois, gonfler vers nous. Tous ces manchots gonflés vers nous. Thank you, Serge. Merci. Et c'est vraiment, et si vous voulez réussir dans la vie, et je crois que ce soit académiquement, que ce soit au niveau des recherches, que ce soit au niveau des affaires, quel que soit, même au niveau sentimental et émotionnel, la formule n'est pas différente. Maintenant, l'une des choses qu'il faut souligner, les opportunités d'affaires dans ce secteur, dans cette industrie, sont extraordinaires. Parce que déjà, vous avez en Haïti la possibilité d'apprendre à maîtriser, à fournir les services aux femmes, surtout les services dans le champ de la beauté. Parce qu'il y a 125 écoles professionnelles en Haïti. Et il y a 23 écoles professionnelles qui appartiennent à l'État. Et dans toutes ces écoles, on offre des cours de beauty services, cosmétologie, etc. Okay? Non, mais il suffit de se promener dans les rues de Port-au-Prince pour voir le nombre de studios de beauté. Mais vous savez que il y en a plus que d'écoles. Et si à chaque coin de rue, il y a une école. Et la majeure partie des gens qui travaillent dans ces studios ont, d'une part, quelque part, pris un cours intensif dans une école professionnelle. Absolument. Et l'école professionnelle en Haïti fournit ce savoir-faire, donc, et qui vous donne un métier qui est transférable, qui est transportable, tout ce que vous voulez. Et la patience de ces dames, enfin, je sais pas, il m'est arrivé d'entendre que parfois, en allant à un studio et se faire mettre des tresses, surtout le cuir chevelu, ça prend 5 heures de temps. Maintenant, je dois vous signaler une chose. À la suite de notre première émission sur la beauté, j'ai reçu un appel de 2 avocats. 2 avocats m'ont téléphoné pour me dire, écoutez William, nous avons écouté votre intervention, qu'est-ce qu'on peut... Et ils ne se connaissent pas. Ah bon? Oui. Donc, à l'un d'entre eux, je lui ai proposé, par exemple, d'investir dans les cheveux. Et il pouvait
acheter $1000 de cheveux et engager des femmes des écoles professionnelles et qui eux-mêmes iraient faire les tresses et partager les revenus avec eux. Donc, il y a un d'entre eux qui a pris l'idée et il me dit, bon, moi, je commence dans 2 mois. Okay. L'autre, lui, il commence dans 15 Donc, jours. adieu le barreau et vive. Non, mais il a tout de suite fait le calcul pour me dire, je lui ai dit, par exemple, pour faire ses cheveux, les gens payent entre 2000 et 4000 goudes pour les cheveux. Hein? Il me dit, mais William, si je peux avoir 25 femmes à me rapporter 1000 à 1500 goudes et je partage le reste avec elles, je vais me tirer d'affaire. Il dit, ben allez-y, faites-moi. Manifestez vos intérêts. Yeah. Bon. Maintenant, il faut dire que c'est pas sans risque, par exemple, en Haïti. Les gars qui sont dans ce business, ils sont sujets au taux de change. Parce que la majeure partie de ce qui est importé, de ce qu'ils vendent, est importé. Oui, mais et ils vendent en good. D'abord, ils vendent en good, mais aussi, il faut également le dire, ils sont confrontés à la concurrence déloyale de la contrebande. Absolument. Donc, il y a... Les risques sont là énormes. Les risques sont risques énormes. Monétaires, risques douaniers. Risque du marché. Risque du marché. Oui, c'est ce qu'on appelle risque systémique. Oui. Non, oui. donc, c'est pas sans risque. Oui. Les opportunités sont présentes. Et ce que je dis souvent, si jamais vous voulez vous engager dans les affaires, il faut retrousser les manches et vous parez. Vous parez à tout, c'est ça? Et parer à tout. Parce qu'il y aura la concurrence, il y aura les crises du marché, il y aura les petits vagabonds, il y aura les gangs, il y a les coups fourrés, il y aura les crédits qui ne seront pas payés. En jambes, etc. Oui, absolument. Oui, bon, mais ça, c'est les aléas du business, et c'est vrai dans tous les pays du monde, j'imagine. On ne se lance pas. Dès qu'on se lance dans un domaine, on dérange ceux qui y sont déjà. Absolument. Et dépendant du tempérament de celui qui y est déjà et qui voit sa position menacée, il peut peut-être se dire, bon, celui-là, il veut me prendre ma place, et bien qu'il essaye de venir et il se gonfle les veines un peu plus. Ou bien il se dit, celui-là, il m'emmerde, et éliminez monsieur Mamouin. Autre chose, il y a autre chose qui se fait dans le pays. Par exemple, vous savez, au niveau de l'État, plusieurs des directeurs, les gars qui sont nommés, etc., ils sont nommés, c'est en fonction de leur proximité au pouvoir. Et les gens qui les nomment, ce sont les gens qui sont dans les couloirs du pouvoir. Donc, le gars, ceci est vrai pour la poste, la douane, l'aéroport, tout ce que vous voulez. Donc, lorsque vous voulez faire venir de la marchandise de l'extérieur et rentrer dans un champ où il y a déjà quelqu'un, la personne peut vous bloquer à la douane. Parce que le gars qui est le sénateur, qui est le député, qui l'avait financé, il peut dire à ce gars, écoutez, allez parler à votre gars qui est à la douane et dites-lui que X, Y, Z fait rentrer de la marchandise que je voudrais pas que ces marchandises quittent la douane. Donc, vous savez, la concurrence en Haïti, elle peut être très sévère. Alors, faites bien attention, écoutez les conseils de M. William Savary, mais écoutez aussi ses mises en garde. Ce n'est pas sans danger, ce n'est pas sans risque. Bon, écoutez, il y a aussi cette histoire de colonne en Haïti. Hein. Donc, colonne, ça veut dire que les gars qui ont grandi ensemble dans une ville ou dans un quartier, bon, ils se réunissent, ils se fédèrent. Ça constitue une colonne. Donc, si jamais vous essayez de pénétrer dans un business où ils sont déjà impliqués, bon, ils croient que ce business leur appartient, c'est leur domaine privé, c'est leur héritage de Dessalines. Donc, vous comprenez? Donc, c'est très compliqué de faire les affaires en Haïti. Si vous devez vous engager, soyez prêts à tout. Très bien. Bon, malheureusement, là, il va falloir conclure.
Bon, j'avais fait allusion la dernière fois au rôle fondamental que joue la publicité dans le domaine de la beauté, mais bon, c'est un petit peu trop spécialisé. Mais rapidement, mais on peut dire qu'avec la publicité, on conditionne les comportements, on conditionne les désirs. Mais absolument, oui. On crée des standards, vous êtes obligé de représenter à ça, sinon vous êtes exclu de la beauté. On avait parlé des réactions de ces jeunes Chinoises qui se faisaient débrider les yeux pour ressembler à des Européennes. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. Vous savez, il y a une chose à signaler. Vous savez qu'autrefois, les femmes ne fumaient pas. Hein? Et maintenant, avec le mouvement, le suffrage universel, où les femmes avaient obtenu le droit de vote, mais c'était la compagnie Philip Morris avait ce poster, cette affiche célèbre de la femme qui, pour se libérer, elle devait fumer. Et ceci a causé des torts et des cancers et tout ce oui, non, absolument. Enfin, bon. Voilà, eh bien, je crois qu'on va conclure, là, maintenant. Nous avons passé 2 émissions à rêver à la beauté des femmes. C'était très agréable, j'espère, mesdames, que vous avez apprécié en particulier. J'espère aussi, messieurs, que vous avez appris un certain nombre de choses. Et voilà, bon... À bientôt. Merci Serge. On n'a pas encore annoncé quel sera le prochain thème, mais on va s'y mettre rapidement. Absolument. Voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui nous envoient du feedback, oui, absolument. Et qui envoient des thèmes qui les intéressent. Oui. Donc, si vous avez des thèmes qui vous intéressent, envoyez-les. Mais attention, les thèmes qui vous intéressent, ça ne doit en aucun cas être... provenir d'étudiants qui voudraient que nous nous émiettions, William Savary et moi, pour rédiger vos devoirs ou vos mémoires ou vos thèses. Attention. Bien dit. Merci William, merci de tous ces éclairages, de toutes ces portes que vous nous ouvrez dans le vaste domaine de la finance, de l'économie et tout ce qui s'y rattache.